Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et pour bien finir ce mois de mars qui a été fort en podcast et en émotion, nous allons recevoir Elisabeth Medouni, présidente de l'association Saint-Denis Ride, une association qui se bat pour un skatepark inclusif pour toutes et pour tous et qui se situe à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle est également coprésidente de l'association Saint-Denis Ville au Cœur, qui organise notamment la Pride des banlieues et qui a un nouveau projet de café associatif dont elle vous parlera dans le podcast. Et sinon, dans la vie, Elisabeth a commencé en étant photographe et est aujourd'hui consultante en handicap et vieillissement. Elle va vous parler de tous ces sujets-là et notamment de comment lier le sport, l'art et l'engagement dans un milieu associatif et comment elle se sert aussi du milieu associatif pour faire passer ses combats, ses luttes et créer des espaces bienveillants, safe et qui peuvent accueillir tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup à Elisabeth pour son passage par ici. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Je tiens à vous remercier beaucoup pour ce mois de mars qui a été vraiment sportif et hyper intéressant et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Merci pour tous vos retours. Vraiment, on voit chaque message et chaque message fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Bonjour Elisabeth. Salut Louise. Merci beaucoup d'être passée sur le podcast. Ça fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Moi, je m'appelle Elisabeth Medouni, je suis présidente de l'association Saint-Denis Ride et de la Pride des banlieues, entre autres. J'ai étudié à Paris 8, je suis une dionysienne engagée. Génial. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait comme études si tu en as faites? Et comment tu as connu Saint-Denis Ride? On peut peut-être commencer par là. Alors moi, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai toujours été plus ou moins engagée politiquement depuis même enfant. Je pense que c'est aussi important d'avoir ce retour réflexif sur soi-même. Donc j'ai grandi dans une famille plus ou moins politisée, ce qui a amené aussi à mon parcours aujourd'hui. Donc j'ai fait une licence en sciences politiques. J'ai un peu bougé, j'étais à Lille, à Nanterre. Et ensuite, j'ai obtenu mon master de sciences politiques à Paris 8, spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Ok. Le master s'intitule comment, t'as dit, pardon? Alors, le master, c'est diversité, discrimination et représentation. Et ensuite, j'ai pris la branche lutter contre les discriminations. C'était vraiment l'intitulé de ma filière. Et dans mes souvenirs, c'était un master plutôt récent ou pas à Ouais. Paris 8 en tout cas? Oui, c'est plutôt récent. D'ailleurs, il a encore changé de nom, donc c'est encore quelque chose assez mouvant. Et je pense parce que c'est encore quelque chose d'actualité et qui continue d'évoluer. Donc, ouais. Je sais plus pourquoi dans ma tête, t'avais fait un master de genre. Il y avait aussi un master de genre à Paris 8, non? Il y a un master de genre à Paris 8 et en fait, les cours étaient mixés avec la question du genre. Donc, j'avais Éric Fassin qui est assez représentatif de sa filière comme prof. Donc, j'avais des cours en commun avec ceux qui faisaient le master de genre. Ok. Et ça peut amener à quel type de métier après ce genre d'études? Alors, en sciences politiques, c'est très très vaste. Et l'avantage de Paris 8, pour le coup, c'est qu'on avait la liberté de choisir les projets sur lesquels on avait envie de travailler. Donc, au lieu on pouvait faire soit un partiel classique, soit rendre un travail d'une dizaine de pages, une sorte de dossier sur la thématique que tu travaillais. Et donc, du coup, ça te permet de te spécialiser, d'aller vers tes centres d'intérêt
Et voilà, donc moi, j'ai testé plein de thématiques différentes avant d'arriver aujourd'hui plutôt sur le sport. Mais voilà, il y avait des gens qui travaillaient plutôt sur les questions de migration, parce qu'ils étaient engagés associativement aussi à côté, d'autres sur des questions plutôt orientées LGBT, d'autres sur des questions plutôt genre. Donc en fonction de sa personnalité et de son parcours, ça permettait en fait de se spécialiser à travers cette liberté-là dans les modalités d'examen. Ouais, donc on te donne une méthodologie que tu peux appliquer ensuite à des sujets qui t'intéressent toi. Exactement. Ok. Exactement. Et c'est aussi aujourd'hui pour ça, je pense que j'arrive. Enfin, ça m'a donné aussi pas mal de clés et de ressources pour pouvoir lier aujourd'hui dans mon parcours et mixer plein de sujets différents dès que je m'intéresse à une thématique comme hobby, passion ou de manière professionnelle. J'arrive assez facilement ensuite à créer des ponts, je pense, par le biais de cette méthodologie-là et voilà, des concepts clés qu'on te donne. Carrément. Et tu as un parcours hyper diversifié parce que tu es aussi photographe. Comment tu as appris la photo? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu toute seule. Moi, j'ai l'impression au final que quand je commence quelque chose, et ben, je vais y être à fond, je vais tester le truc jusqu'au bout, et après, il y a pas mal de roulements. La photo, on m'a donné un appareil photo quand j'avais 12-13 ans. Et puis, je sais pas, j'ai développé un peu cette fibre-là. Ensuite, il y a eu le développement des réseaux sociaux. Je pense qu'il a pas mal joué dans... on avait beaucoup plus d'images au quotidien. Ça paraissait aussi beaucoup plus accessible de voir des gens faire des photos. Et donc, on pouvait se dire aussi, pourquoi pas moi? Je pense qu'au début des réseaux sociaux, on a eu une bombe de créativité qui arrivait dans nos téléphones. Et donc, c'était aussi à portée de main. Et je pense que ça a dû jouer là-dessus. Et puis voilà, je pense aussi en lien avec ma personnalité, j'ai testé plein de trucs comme on a pu échanger un peu plus tôt. Les mariages, les enfants, les gâteaux, les trucs un peu à droite à gauche. Et ça aussi, c'est des ressources. Quand ensuite on veut monter, je sais pas, une entreprise, un projet, ça permet d'être aussi un peu couteau suisse. Bah oui, moi je trouve ça impressionnant que tu arrives pas juste pas à en vivre, mais en tout cas à avoir des premiers clients hyper rapidement sans faire beaucoup finalement de réseaux sociaux, enfin de pubs sur les réseaux sociaux avant. Ouais. Oui. Après, moi, je prenais toutes les opportunités existantes, c'est-à-dire même celles qui étaient catastrophiques, on va dire, où voilà, on était exploité, pas payé, pas respecté. Moi, j'ai tout pris, j'ai dit oui à tout. Et après, de fil en aiguille, j'ai pu avoir quelques projets un peu plus intéressants. Et est-ce que tu en fais encore aujourd'hui? Je n'en fais plus trop. Par contre, je reste super attentive aux images, au pouvoir des représentations. Et dans mes projets, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant comme un outil qui permet d'atteindre mes objectifs, disons. Ouais, carrément. Mais on peut même en parler maintenant de ça. Par exemple, en 2017, tu avais déjà fait une série avec des femmes qui étaient représentées, par exemple, avec des poils, ou alors une série, enfin, il y avait aussi des photos juste un peu plus, entre guillemets, féministes, mais en général, sur des thématiques. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Des fois, je me dis c'était un peu avant-gardiste Quand j'ai revu au la date, final. Ouais, en fait, mon engagement féministe, j'étais déjà dans un environnement, comme je le disais, familial, qui permettait ce genre de réflexion. Et ensuite, j'ai été ajoutée à un groupe Facebook, je pense qu'il est super important de le rappeler, qui s'appelait Les Copaines, je crois, ou Les ah ouais, Copines, trop ouais, drôle. ou Les Copines. Et en fait, c'est un groupe Facebook. Vraiment, j'ai l'impression que c'était les prémices du développement du féminisme aujourd'hui, hein, tel qu'on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où plein de gens posaient plein de questions, on commençait un tout petit peu à parler d'intersectionnalité, des mots, aujourd'hui ça parle un peu plus dans le champ militant, mais Mais on les franchement, connaît pas du tout à ce niveau-là. ça se tapait même dans les commentaires, mais du coup, il y avait des ressources, il fallait juste lire les commentaires pour comprendre, voir les contre-arguments, etc. Donc ça a été clé. Donc c'est parce que j'étais dans ce groupe Facebook que du coup j'avais une sorte de réflexion un petit peu constante là-dessus. La question des poils avait dû être un petit peu parlée en commentaire, etc. Moi, en même temps, je faisais mes études en sciences politiques, donc en fait, c'était un peu foisonnant. Et puis, je voulais
j'avais envie de questionner le genre et plutôt les critères qui sont associés à la binarité de genre. Et donc, j'avais envie de représenter des catégories jugées féminines. Donc, par exemple, j'avais pris la pin-up, j'avais pris, je crois qu'on appelait ça une post-bad, je sais même plus comment on disait, mais en gros, c'était une figure sur Internet jugée ultra féminine et ajouter des poils pour re-questionner un petit peu toutes ces catégories sociales. Et c'était par le groupe Facebook Les Copines qu'au final, il y a des gens qui ont accepté, parce que du coup, c'était un espace voilà, où les gens étaient déjà aussi plus ou moins engagés. Et j'ai pu faire cette série qui avait été voilà, partagée et commentée, pas toujours de manière bienveillante, Ah ouais? mais ouais, ça a été, ça a questionné, voilà. Ouais. Ça a Bah, tant mieux, questionné. c'est le but aussi, Ouais, en vrai. c'était le but. C'était le but. Donc, ouais, finalement, avec du recul, je me dis, ouais, 2017, c'était assez. C'était au début, quoi. Ouais, c'est précurseur. Est-ce que tu en as fait, depuis, d'autres séries ou alors, photos, qui te tenaient à cœur sur un message en particulier? Alors, oui, dans le cadre de mon association, donc, je préside deux assos, mais une asso où je suis particulièrement engagée et investie, c'est l'association Saint-Denis Ride. Et je vais en parler juste après, mais en gros, pour cette association-là, je me suis dit qu'il manquait des femmes qui pratiquent le skate, qui sont en action dans un espace sportif masculin en banlieue sur les réseaux sociaux. Et donc, au tout début de l'association, ça peut paraître un peu curieux, ça l'a été pour beaucoup, j'ai fait l'objet de pas mal de critiques. J'ai dit il fallait qu'on fasse un shooting photo avec des femmes de Saint-Denis qui font du skate, en tout cas des personnes minorisées, mais là en l'occurrence il n'y avait que des femmes, donc je précise des femmes, et qu'on balance ça sur les réseaux sociaux. Et moi j'étais particulièrement entourée d'hommes cis, qui comprenaient pas forcément cette démarche. Donc il y a eu pas mal de personnes qui ont tenté de boycotter ça, de saccager le projet en ne venant pas, ou en venant à la dernière minute, ou... Enfin voilà, il y avait Ah des... ouais. Ouais. Et en fait, j'ai reçu un peu des messages... Enfin, j'ai eu des messages par inadvertance qui disaient non, mais elle a cru on est là pour faire de la mode, pour faire du shooting photo. Donc voilà, aussi des biais super sexistes, alors qu'en fait, ils avaient même pas compris la démarche inclusive et engagée qu'il y a derrière. Et donc, ce qui est super cool et qui était un peu ma revanche au final, c'est que j'ai été contactée par le département de la Seine-Saint-Denis pour parler lors d'une table ronde autour des femmes et du sport. Et notamment par une chercheuse qui a beaucoup apprécié mon intervention, qui s'appelle Emmanuelle Faure. Et ils ont utilisé la photo pour laquelle j'avais été critiquée, donc d'une femme qui skate à Saint-Denis dans le skatepark, pour faire l'affiche de cette table ronde. Et quand je suis arrivée dans le département, donc il y a un grand bâtiment ultra légitime, institutionnel, il y avait les photos du skatepark, enfin cette photo-là, qui était placardée partout dans le département. En grand, il y avait des super grands formats. Et là, pour moi, en termes de reconnaissance du travail, etc., c'était un moment hyper en Ah pouvoir. ouais, carrément. Ouais. Et ces personnes-là, du skatepark qui te critiquaient sur cette démarche, est-ce qu'après coup, il y a eu des discussions là-dessus? Est-ce que le regard a changé? Ouais, le regard a changé pour certains, mais ça a aussi permis de faire le tri. Au final, il y en a qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient toujours pas à comprendre la démarche, ou ils mettaient pas ça en premier plan. Après, il faut rappeler que ici, on est dans un quartier populaire où tout le monde n'est pas politisé, et je le rappelais au début. On n'a pas et beaucoup de mots sont associés aussi à un pouvoir légitime. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le mot inclusion, il fait penser à, à ceux qui ont fait des études, à ceux qu'on voit à la télé, à ceux qui sont pas comme nous. Et donc moi, en fait, je vais sortir de ces mots-là parce qu'en fait, je trouve que ça ramène une distance. OK. Et donc, je vais simplement aller chercher dans un premier temps l'idée derrière. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on veut que le skatepark il soit accessible à tous? Ok. Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Ok.
on fait de l'inclusion. Voilà. Juste, on va pas utiliser ce mot, en tout cas au début, avec certaines personnes. Moi, j'aime bien dire que par le biais de l'association, on fait de l'éducation passive. Et pas seulement moi qui arrive avec une posture ascendante, mais plutôt nous tous, entre nous. C'est comme des sachets de thé qui s'infusent et que ça donne un truc. Et on progresse tous ensemble. Donc oui, la démarche a finalement été comprise. Et ensuite, là où c'est un petit peu ma fierté, c'est qu'elle a été intégrée et relayée. Ce qui veut dire que le discours, il a été intégré, compris. Et maintenant, j'ai plus besoin d'être derrière sur ce genre de questions, en tout cas sur la question du genre. Parce qu'ils vont d'eux-mêmes aller dire non, c'est pas comme ça, c'est ça, c'est. Enfin voilà. Ils vont aussi se réapproprier le discours. Et c'est qu'ils ont compris en fait la démarche. Et donc du coup, pour revenir, c'est cette série photo là, au final, c'est aussi quelque chose dont je suis fière. Bah ouais. J'ai plein de questions à te poser par rapport à ça, mais du coup, avant, est-ce que tu peux nous présenter Sunny Ride et comment tu l'as. Je sais pas si c'était toi qui l'as créé ou comment tu l'as rejoint, comment tu l'as connu? Alors Sunny Ride, c'est une association sportive engagée. J'aime bien dire que c'est pas un club de skate. Le but, c'est pas de former des petits jeunes en skate pour qu'ils aillent aux Jeux Olympiques. Pas du tout. Le but, c'est vraiment de donner les ressources aux personnes qui sont issues de banlieue et plutôt à Saint-Denis. Enfin, on a gardé le mot Saint-Denis dans Sunny Ride parce qu'on est attaché aux problématiques de Saint-Denis et plus précisément à notre quartier. Donc le but, c'est aussi d'utiliser le sport comme moyen d'empouvoirment, comme vecteur de lutte contre les discriminations. Voilà, et de reconnaissance aussi. Parce qu'aussi, une des problématiques de Saint-Denis, ça va être aussi son image auprès de ceux qui ne sont pas issus de la banlieue. Et donc le sport et remettre en avant toutes les personnes qui mettent en place plein de choses ici, ça permet aussi d'améliorer l'image des habitants de Saint-Denis et d'améliorer leur accès à leurs droits primordiaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on subit l'image de Saint-Denis telle qu'elle est véhiculée par les médias, ça va jouer sur notre accès au logement, ça va jouer sur notre accès à l'emploi, ça va jouer sur nos relations avec des personnes issues de d'autres territoires. Et au final, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se rendre compte que se moquer de Saint-Denis ou même sur les réseaux, faire juste des petites vidéos pour se moquer des gens qui habitent à Saint-Denis, en fait, c'est un accès... Enfin, ça va impacter directement leur accès primordiaux, quoi. Parce que c'est un stigmate aujourd'hui. Et voilà, revaloriser tout ce qui se fait ici. Moi, je suis totalement admirative des gens au skatepark que je fréquente, des gens... Enfin, moi, j'ai grandi à la base à la cité Allende, des gens que je fréquente, parce qu'étant donné qu'ils sont pas dans les codes et dans les normes telles qu'on a pu apprendre en faisant des études, je trouve que c'est foisonnant d'innovation et d'idées incroyables, et ils sont souvent mis dans l'ombre. Et voilà, et je trouve que par le biais de Sunny Ride, je peux vraiment mettre en avant tout ça et moi me positionner en tant que médiatrice, disons, entre les institutions, parce que j'ai fait des études de sciences politiques et que je maîtrise le langage administratif, politique, et d'où je viens, et qui je suis, et voilà, et les besoins du quartier. Pour revenir plus concrètement, on demande un skatepark couvert, parce que en fait, lorsqu'il pleut, on ne peut pas rouler. Et quand on ne peut pas rouler, le lien social qu'il y a entre les gens, il se délite parce qu'on ne se voit plus. Et en fait, ce lien social, il est hyper important. Il permet de trouver de l'emploi, il permet de revaloriser Saint-Denis parce qu'on va mettre en place des événements, etc. Et donc simplement, rien que par le mobilier urbain, la manière dont on va le penser, avec des toilettes, pour inclure plus de femmes ou de minorités de genre, avec des espaces axés pour les fauteuils roulants. Et tout ça, au final, ça va impacter la vie de quartier, la qualité de vie, notre qualité de vie, j'allais dire la qualité de vie des gens, moi je suis d'ici, donc notre qualité de vie. Je trouve ça intéressant que tu dises que quand tu luttes pour un sujet en particulier,
c'est pas un sujet qui est, niché et qui va l'aider celui-là tout seul? Enfin, ça va impacter beaucoup plus, de façon beaucoup plus large le reste aussi? Oui, bah, j'ai tendance à lier beaucoup, les sujets et c'est voilà, je rappelle par mes études, en sciences politiques, c'est vraiment, enfin voilà, je pense que je suis assez privilégiée, grâce aux concepts que j'ai appris et oui, en fait, il y avait aussi une stratégie de ma part qui était de dire, si je veux un skatepark ouvert, ça coûte très cher et ça coûte peut-être 1 000 000, quoi. C'est très cher. Si je veux mobiliser 1 000 000, est-ce que ça va être le service des sports à Saint-Denis qui va me donner 1 000 000? Non, voilà, non. Donc, il faut que je montre l'intérêt aux autres services de la ville. Comment est-ce que ça peut apporter des choses... Enfin, comment est-ce qu'au final, c'est une pierre, 3 coups, une pierre, 4 coups. Et donc, ça permet, par ailleurs, de mobiliser d'autres budgets et d'autres types de subventions. Donc, en fait, tu agrandis ton budget, tu as plus de ressources. Donc, je travaille beaucoup avec l'élu des solidarités. Je travaille beaucoup avec l'élu en charge de la transition écologique. Je travaille avec l'élu des sports. Je travaille aussi avec l'élu un peu handicap. Voilà, et tout ça, le fait de lier les sujets, ça permet de développer un projet qui est plus grand, pas qu'un toit pour le skatepark, mais tout un environnement social, culturel, artistique foisonnant qui permet tout ce que je disais juste avant. Et avoir les moyens matériels pour le mettre en place. Carrément. Et toi, personnellement, comment tu as connu ou rejoint l'asso? Alors, l'association, à la base, c'était les gars du skatepark qui ont voulu la monter. Moi, j'étais pas au courant. Ils ont tenté de mobiliser le budget citoyen. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, s'il te plaît, on a besoin de toi. Voilà, parce qu'ils savaient que j'avais fait des études de sciences politiques, etc. Et qu'il fallait aussi un visage régulier auprès de la municipalité. J'ai accepté. Et à partir de là, j'ai fondé avec 2-3 potes du skatepark de manière administrative l'association Saint-Denis Ride. Et voilà, et au début on était 2-3 et ensuite aujourd'hui voilà, on est une vingtaine depuis 3 ans, 3-4 ans à peu près. Carrément. Ce que je trouvais trop intéressant, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois aussi de cet asso, à plusieurs reprises, mais c'est aussi le fait que c'est un moyen aussi de prendre de la place dans l'espace public, notamment quand on est une femme ou issue de minorité. Nous, on s'est connus parce que tu es une amie de ma sœur, depuis le collège, je crois. Elle est là aussi. Primaire. Primaire, ça. Et vous avez toutes les 2, si je me trompe pas, passé beaucoup de temps au skatepark, mais en tout cas, si ça dérange pas ma sœur que je le dise plutôt de façon passive, pendant des années à regarder les hommes faire du skate, concrètement. Comment on fait pour, sortir de ça? Et comment on fait pour, faire en sorte qu'on ait confiance de faire du sport dehors, quand on n'est pas amené à le faire et quand il n'y a pas de représentation féminine pour le faire au début? Effectivement. Alors moi j'aime bien dire que ma posture a changé au skatepark entre quand je le fréquentais quand j'étais ado et aujourd'hui. On retrouve, avec du recul, un peu le même schéma dans les cours d'école. C'est-à-dire que les garçons sont au centre, ils sont visibles, ils ont une posture plutôt active, où ils vont beaucoup se mouvoir avec leur corps. Et les filles, minorité de genre, vont être en périphérie, autour, assises, à regarder. Et voilà, dans les cours d'école, on va retrouver les garçons qui font du foot et les filles autour qui jouent à la marelle. Et ça, je pense que ça impacte aussi la manière dont on se déplace et dont on fréquente l'espace public. Donc, en commençant le roller, j'ai commencé le roller et je faisais aussi mes études de sciences politiques. Donc, j'avais déjà aussi un peu cette réflexion, comme je disais, un peu constante là-dessus. Mais je veux quand même rappeler que j'ai été introduite dans la dimension plus sportive, plus active, par le biais d'un mec.
Et c'est souvent le cas. Souvent, on est introduit par un grand frère, introduit par un ami, introduit par un copain, etc. Donc, j'ai été introduite en tant que sportive. Ça a facilité grandement mon intégration, on va dire. Même s'il y avait quand même quelque chose de... Je sentais quand même une pression. C'est-à-dire, quand j'ai commencé le roller, je me mettais dans un petit coin du skatepark, dans 1 mètre carré. J'osais pas prendre la place. Je me disais, je suis nulle. En plus, les garçons, ils font plein de bruit. Quand ils s'énervent, ils vont casser leurs planches. Ils se mettent torse nu. Enfin, c'était aussi super impressionnant et très dominant. Moi, je fais pas ça. Enfin, mes émotions, je les exprime pas de la même manière quand je suis déçue d'une figure que j'arrive pas à mettre, quoi. Et donc là, eux, ils sont vraiment visibles. Petit à petit, j'ai commencé à prendre un peu plus d'espace aussi. Le fait de revenir régulièrement dans les mêmes lieux, de sympathiser avec les gens, ça m'a permis un peu aussi de prendre confiance en moi, petit à petit, et de venir au centre. Ensuite, j'ai eu vraiment cette réflexion de me dire, il faut que je sois visible. Il faut que je sois visible, il faut que je sois au centre, il faut que je sois active. Aussi parce que ça va permettre à d'autres femmes, minorités de genre, de voir que c'est possible, de venir. Et en fait, j'ai vu qu'une femme appelait d'autres femmes. C'est-à-dire que si moi, je suis là, je suis visible, il y en a d'autres qui vont venir. Et en général, c'est ce qui se passe. Parce que je suis aussi un canal plus facile pour, pour venir me parler, etc. Il y a une petite brèche, en fait, qui se crée. Et donc, le fait de pratiquer le sport avec eux au centre de l'espace, ça m'a aussi permis de me sentir plus confiante dans l'espace public. Alors, il y a plusieurs choses aussi. C'est le fait d'être rapide. Je me sens un peu insaisissable. Je connais mieux les recoins de ma ville. Je suis plus grande, je suis plus haute. Donc, il y a ce côté où je me sens plus capable, plus forte déjà physiquement. Et j'ai l'impression de mieux maîtriser mon environnement. Donc, je me sentais presque plus à l'aise et plus forte à l'idée de me déplacer dans la rue en roller skate, plutôt qu'à pied. Okay. Parce qu'à pied, on peut me choper. En roller, c'est plus compliqué. Et moi, je connais bien les rues parce qu'en fait, ça va varier en fonction de mes roues. Moi, je cherche des espaces plats pour rouler. Et donc, ça fait que je connais les ruelles, etc. Je sais comment prendre des raccourcis, aller à tel endroit, Donc, il y a la maîtrise de mon environnement. Voilà, la hauteur aussi que j'ai avec 10-15 cm de plus qui me donne cette assurance dans l'espace public. Comment concrètement tu fais pour inviter des femmes ou des minorités à te rejoindre? Donc il y a déjà la représentation, tu l'as dit. Si tu représentes par exemple une femme qui fait du sport dehors, ça montre aux autres que c'est possible. Est-ce que il y a d'autres actions concrètes qu'on peut mettre en place? Oui, alors nous on a depuis 2-3 ans avec l'association, on a un créneau au gymnase Aimé Lallemand à Saint-Denis. C'est un gymnase qu'on a choisi parce qu'il est éclairé la nuit. Il y a des barrières, il y a un gardien, il est à proximité du métro, il y a des vestiaires et un espace de stockage. À la base, on savait que c'était plus rassurant pour nous, mais on s'est pas rendu compte à quel point ça pouvait être une porte d'entrée pour les familles, pour des mamans, pour des minorités de genre, pour des enfants. Donc en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des sessions qu'on met en place. Donc on met en place une session tous les mercredis de 18h à 22h depuis 2-3 ans. C'est totalement ouvert, ça veut dire que tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. On a tout le matériel nécessaire sur place pour le prêt, du XXS au XXL. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un espace de stockage assez conséquent. On a des bénévoles qui viennent pour eux, à la base, les personnes viennent juste rouler. Mais il y a un devoir un peu d'accueil, d'inclusion, d'introduction à la pratique en fonction des besoins. Et là, on s'est rendu compte que dans ce gymnase, c'est majoritairement des femmes, des minorités de genre, des familles, des enfants de 4 ans qui le fréquentent. Et c'est un espace tout plat. Et ce qui est super intéressant, moi j'ai fait ça pendant 2 ans, c'est que je venais tous les mercredis, non pas pour donner des cours,
mais pour les aider à prendre l'espace et créer du lien entre eux. Donc en fait, je me positionnais plutôt comme un... Enfin, moi, je suis là pour faire du blabla, un petit peu, mais pour leur donner confiance en eux. Parce que même dans cet espace, je vois tout le monde reprendre le même schéma que moi je faisais avant. Ils se mettent dans les quatre coins du gymnase. Et moi, mon objectif à ce moment-là, c'est de les ramener petit à petit vers le centre. Pour les ramener petit à petit vers le centre, je vais aussi créer du lien entre eux. Ah, tu sais que machin vient aussi de Saint-Denis, elle commence... Ah bon, ouais, bah je vous montre un exercice. Hop, c'est par le biais du sport, c'est une porte d'entrée. Toutes les deux, je vous montre un exercice. Ah ouais, et toi, tu fais comment? Ah ouais, moi, j'y arrive pas. Et hop, je les laisse et elles discutent pendant 1 heure. Ah ouais, tu reviens la semaine prochaine? Je reviens la semaine prochaine. Et le fait que les gens, à la fin, se connaissent, elles peuvent non seulement se revoir en dehors pour pratiquer, même dans l'espace public. Il y en a qui ensuite vont trouver un petit coin vers la plaine Saint-Denis, par exemple, où c'est plat pour rouler dans l'espace public ensemble. Et puis voilà, créer du lien. Ensuite, revenir au gymnase. Et elles sont beaucoup plus confiantes aussi à l'idée de prendre l'espace. Et moi, j'aime bien dire que ce gymnase, c'est un moyen aussi de s'introduire à occuper l'espace dans la rue. Donc c'est un endroit où on se sent... J'essaye de créer un espace safe pour qu'on puisse expérimenter la prise d'espace. C'est ce que j'allais te demander. Là, par exemple, tu t'as dit que vous proposiez un skatepark fermé, enfin couvert. Par exemple, moi, j'ai fait toute ma vie du sport dans un gymnase et maintenant, c'est impossible de faire du sport dehors. Genre, je me sens vraiment pas à ma place. J'ai l'impression que c'est un monde d'hommes et que voilà. Genre, par exemple, tu sais, le street workout, des trucs comme ça, il y a que des mecs. Et du coup, mes potes, par exemple, j'ai une pote qui a fait du basket toute sa vie dehors. Bon, elle s'en fout quand elle fait du street dehors. Moi, j'ai essayé une fois, j'étais pétrifiée. Est-ce que créer un skatepark couvert, du coup, ça va pas aussi enfermer les gens? Pas du tout, hein, ça se trouve, mais je préfère te demander ce que t'en penses, toi, de comment continuer à amener les gens à prendre l'espace en extérieur tout en faisant des skateparks couverts. Alors, ça va être un skatepark couvert, mais sans mur. Ok. Donc ouvert, mais protégé de la pluie, mais pas du froid. Il y a plein de choses qu'on va mettre en place pour pouvoir inclure davantage les personnes, les appeler, faire en sorte qu'elles soient là, enfin les personnes, les populations vulnérables, disons. Tout d'abord, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est qu'il y ait des créneaux dédiés à des associations qu'on a plus ou moins sélectionnées, qui prennent cet espace, et c'est un créneau qui est dédié pour eux, et qui soit visible. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de mur, on peut les voir en action. J'ai pensé par exemple à l'association Praticable, que j'ai contactée. C'est une association pour les personnes en situation de handicap qui font des sports de glisse. C'est monté par une personne en situation de handicap qui pratique un sport de glisse et un ergothérapeute. Et donc en fait, cette personne-là fait des fauteuils roulants adaptés pour prendre des rails, développe des modules, etc. pour tout type de handicap. Je leur ai demandé de collaborer avec nous, ils ont accepté. Et ils m'ont même donné aussi des mesures pour que le skatepark tel qu'il va être construit puisse être adapté aux personnes en situation de handicap. Donc on a discuté et on a vu que la zone débutante, par exemple, ce sera un endroit idéal parce qu'il ne faut pas des courbes trop hautes et des espaces assez larges pour pouvoir accueillir des fauteuils. Donc ça, c'est une démarche personnelle. Je leur ai demandé de m'envoyer les mesures, etc., que j'ai transmis à la municipalité. Donc il y a l'aspect aménagement, avec des toilettes, du coup il faut un espace de stockage adapté. Ensuite, il y a l'aspect, comme je disais, représentation, visibilité. Donc le fait de confier des créneaux aussi, j'ai contacté une asso queer qui est en train de se développer un collectif queer dans le milieu du skate. Voilà, donc ça va être queer, ça va être personnes en situation de handicap, ça va être féminisme, etc. Donc j'aimerais que ces personnes-là soient visibles, qu'il y ait des créneaux dans l'idéal un dimanche après-midi et que les gens voient. Donc ça va être une manière concrète. Ensuite, il y a les cours, les accompagnements, qu'on va proposer des initiations, voilà, dans un cadre qu'on essaye de mettre en place qui soit le plus safe possible. Et ensuite, on donne aussi des initiations dans les écoles, financées par la mission droits des femmes. Ça, finalement,
je veux bien qu'on coupe. Le financement, on va couper. Mais soutenu par la mission Droits des femmes. Voilà. Ok. Donc on propose des initiations dans les écoles soutenues par la mission Droits des femmes pour permettre l'égalité filles-garçons, comme on disait au début, dans les cours d'école. Et ça, agir sur l'éducation dès le plus jeune âge, c'est aussi quelque chose de très concret. Carrément. Euh, Au niveau de l'asso, j'ai juste une dernière question. Vous faites aussi beaucoup de rassemblements culturels en général avec Sunny Ride. Vous faites aussi des festivals de hip-hop, par exemple, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie de votre activité et ce que ça vous apporte aussi? Oui, alors déjà une première chose, c'est que le fait d'avoir créé l'association Sunny Ride, c'est une charge pour nous. C'est une contrainte. Ça veut dire qu'à la base, on a voulu participer à un budget citoyen qui n'a pas donné lieu à ce que l'on souhaitait. Nous, à la base, on est juste des personnes qui aimons rouler ensemble et qui voulons que d'autres personnes puissent rouler avec nous. Et donc, monter une association, c'est devenu une contrainte parce que c'était le seul moyen d'accéder à ce qu'on souhaitait mettre en place. Oui, voilà. Je veux juste rappeler que monter une asso, c'est une contrainte parce qu'il y a des charges... il y a du bénévolat, il y a beaucoup de travail, il y a aussi des responsabilités juridiques qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc, c'est une contrainte. Pour arriver aux événements, ce que je voulais dire, c'est que la plupart, c'est les personnes qui viennent à nous pour nous proposer des événements et c'est moins nous qui allons mettre en place des événements. Nous, on va plutôt entretenir le lien informel qu'on a entre nous parce qu'il n'y a pas de toit et que l'hiver, du coup, le lien se délite. Donc, on est appelé régulièrement pour des festivals, pour des événements qui sont tous trop trop cool, qui nous permettent d'avoir une visibilité, de toucher aussi un public différent, de montrer aussi de quoi on est capable, de se challenger sur nos compétences, on apprend aussi parce qu'on a des groupes de personnes qu'on va initier, mais dans l'eau, des fois, il y a des personnes en situation de handicap et lorsqu'on a aussi un handicap psy, par exemple, on n'est pas forcément diagnostiqué. Donc, on a beau avoir une formation dans tout ce qu'on veut, c'est beaucoup d'adaptation, d'écoute, de bienveillance pour pouvoir répondre aux besoins de tous les publics. Et donc ça nous donne beaucoup de clés, ça nous permet beaucoup de développer nos compétences en matière d'inclusion, ensuite sur nos propres projets. Votre projet, par exemple, de skatepark ouvert, ça en est où? Et c'est quoi, quels sont vos projets pour la suite aussi avec Sunny Ride? Alors, le projet du skatepark ouvert avance visiblement très bien. J'ai pas énormément de visibilité là-dessus. Je sais juste qu'à chaque fois que je rencontre les élus, ils me disent ça avance. J'ai déjà signé des documents. Voilà, il devrait commencer à avoir lieu... la première pierre, disons, devrait être posée courant automne 2024, donc juste après les Jeux Olympiques. Et ça va être un espace qui va être normalement beaucoup plus grand. Et on l'a pensé pour qu'il soit accessible, comme on le disait, mais aussi un lieu, un espace culturel, artistique, sportif foisonnant à l'image de Saint-Denis et du quartier. Génial. J'aimerais parler de tes autres assos. On peut commencer par la Pride des banlieues parce que c'est ce dont tu as parlé. Qu'est-ce que tu fais dans la Pride des banlieues et qu'est-ce que c'est que la Pride des banlieues? Alors, il faut savoir que les personnes qui ont fondé la Pride des banlieues, j'étais en cours avec eux à Paris 8. Elles étaient même dans mon mes TD. J'étais toujours très intéressée et un jour, elles ont organisé une conférence autour des enjeux écologiques et de la banlieue, quelque chose comme ça. Je m'y suis rendue, vraiment parce que j'étais intéressée. Et à la suite de ça, elles m'ont proposé d'intégrer, disons, la Pride des banlieues. C'est une association à la base qui s'appelle Saint-Denis Ville au Cœur. Et l'objectif, c'est d'améliorer la vie des habitants en passant par l'autodétermination, en favorisant une communauté, l'engagement d'une communauté. Voilà. Et il y avait pas mal de réflexions autour.
Et donc au début, j'y suis allée juste comme ça. Et assez rapidement, on m'a proposé de présider cette association qui porte la Pride des banlieues. J'ai refusé 3 fois. J'ai refusé 3 fois et puis finalement, on a trouvé des modalités qui font que j'ai accepté. C'était de co-présider, donc d'avoir une présidence à 2. Par rapport à ma charge de travail, le fait que je préside déjà une association, que je travaille à côté, enfin, qu'il y avait pas mal de choses. Et donc voilà essentiellement mon rôle à la base, même si je suis beaucoup, beaucoup moins engagée, hein. Il faut plutôt voir clair en grand là-dessus. Mais c'était plutôt de rappeler, je crois que c'était plutôt de rappeler un peu les valeurs, d'avoir une vision là-dessus. Et aussi parce qu'il y a un deuxième projet dans Saint-Denis-Ville au cœur, donc il y a la Pride des banlieues et il y a le café associatif. Ouais. Et le café associatif, c'est à la base un projet donc porté par Saint-Denis-Ville au cœur pour mettre en place un café qui puisse faire le lien entre les étudiants de Paris 8 et les habitants du quartier Allende. Et comme je suis du quartier Allende et j'ai fait Paris 8, ça semblait assez naturel que je sois engagée sur ce projet-là, qui me parle. Et du coup, la présidence aussi, j'imagine que c'est aussi pour ça, entre autres, qui m'ont proposé, voilà, en Ok. termes d'image et d'engagement, de valeur et de légitimité surtout, je pense. Carrément. Du coup, j'ai plein de questions. J'avais pas compris que Saint-Denis-Ville au cœur et la Pride, c'était relié, mais du coup, pour Saint-Denis-Ville au cœur, tu as parlé d'autodétermination et c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur vos réseaux. Qu'est-ce que c'est que l'autodétermination? Parce que c'est pas un mot qu'on entend, je trouve, aussi couramment que d'autres mots, voilà, militants. Je sais pas si on peut dire militants. Oui, alors l'autodétermination, c'est, disons, la capacité, la possibilité de choisir de son propre parcours, de choisir de ce qu'on veut pour soi, tout simplement. Et donc, ça casse un peu avec la posture ascendante. Tiens, pour les gens des quartiers populaires, il leur faudrait ça. Non, que veulent les gens des quartiers populaires? Et comment ils vont le mettre en place? Et quelles sont leurs attentes derrière? C'est ça l'autodétermination. Okay. Et pour faire un point avec mon métier aujourd'hui, plutôt porté sur le champ du handicap, on retrouve aussi de plus en plus la question de l'autodétermination. Voilà, quand il y a des populations vulnérables, on a tendance à avoir... Les institutions ont tendance à avoir des postures très ascendantes, très dominantes en disant « c'est ça qu'il faut pour vous ». Non, on arrête tout ça, qu'est-ce que les gens veulent? Et voilà. Ouais, c'est par les personnes, pour les personnes. Exactement. Oui, là, tu as dit ton métier parce que j'ai vu sur LinkedIn que tu es consultante en politique publique, handicap et vieillissement, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je suis partout en fait. Je suis partout. Tu veux qu'on en parle? Ouais, vas-y. Et après, on reviendra à la Pride. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions spécifiques là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ce poste et qu'est-ce que tu fais? Ça veut rien dire. En fait, c'est vraiment une question. Quand on me pose en soirée, tu fais quoi? Je suis là. Même si je mets 20 minutes à t'expliquer, il y a de fortes chances que tu puisses même pas bien comprendre ce que ça Pour veut moi... dire concrètement derrière. Parce que déjà, le mot politique, tout le monde n'associe pas la même chose au mot politique. Il y a la politique, le politique, les politiques. Ensuite, politique, c'est associé beaucoup aux jeux politiques, à BFM TV, aux médias tout de suite. Donc, c'est très compliqué. C'est très vaste. Et en plus, public, ça veut dire tout. Public, enfin voilà, ça veut dire, je sais pas, les gens, le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et consultant, bon, bah, c'est encore pire. Alors, globalement, je suis dans un cabinet de conseil et d'études qui a pour objectif d'aider principalement les communes, les régions, les départements sur leur politique qu'elles vont déployer pour inclure les personnes en perte d'autonomie, donc c'est les personnes en situation de handicap et les personnes âgées sur leur territoire. Ça peut prendre plein de formes différentes. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'au quotidien je ne fais pas la même chose, eh ben ça peut paraître très bizarre. Mais voilà, et je suis spécialisée sur les méthodes qualitatives, ce qui veut dire que moi je vais
pas chercher des chiffres, mais je vais chercher des émotions, je vais aller chercher, je vais faire des observations, je vais faire des entretiens, je vais discuter avec les gens. Ça va être le type de données que je vais ramener. Et après, je vais les analyser et je vais implémenter quelques chiffres. Voilà. Pour, conseiller du coup ensuite, par exemple, j'imagine les élus dans les mesures qu'ils vont mettre en place pour l'urbanisme, par exemple, ou les écoles ou? Exactement. En fait, c'est très variable l'émission. Il y en a, ils vont dire, nous, on veut juste sur le champ du sport. Généralement, ils veulent sur toutes les thématiques. Genre sur 6 ou 8 thématiques parce que ça leur permet de mettre en place un plan stratégique global. Mais voilà, nous, on vient dire, voilà l'état des lieux aujourd'hui, voilà les problématiques, visiblement les enjeux, et voilà ce qu'on vous recommande. La prise de décision, c'est pas nous. Nous, on a terminé quand on a fait notre étude et nos conseils. Ensuite, la prise de décision, elle est politique et elle va varier en fonction de si c'est un pouvoir à gauche, à droite, enfin voilà, qui sont les élus, c'est eux qui prennent les décisions, mais au moins ils sont informés. Voilà. OK. Comment, tu disais par exemple que l'autodétermination, tu as fait le point avec ça, c'est pour ça qu'on en a parlé. Tu retrouves un peu des thématiques similaires, en fonction des luttes que tu fais, je sais pas si tu appelles ça lutte, mais en tout cas en fonction des sujets que tu traites, il y a quand même beaucoup de points, j'ai l'impression. Ouais, c'est globalement sur les populations vulnérables. Je pense que si on devait résumer dans ce gros package, les populations minorisées. Voilà, pour moi, je n'ai jamais travaillé dans le champ du handicap. Je n'ai même pas de proches. Enfin, c'était pas une thématique où j'étais particulièrement touchée. Pour autant, je trouvais que dans ma formation, c'était quelque chose qu'on n'avait pas parlé. Et c'est aussi pour ça que je me suis orientée dans ce métier, dans cette branche-là. Je trouvais ça pertinent de compléter ma formation qui était très centrée sur genre, classe, race, et un peu moins sur validisme et l'âge, agisme. Donc ça vient simplement rajouter une nouvelle palette. Et du coup, ça se traduit vraiment dans mes projets, c'est-à-dire quand j'ai fait des réunions pour la mise en place du projet du skatepark, avec des interlocuteurs de la mairie, ils m'ont dit vraiment, vous pensez à tout le monde. Mon métier, c'est handicap, personnes âgées. Je préside la Pride des banlieues, le café associatif dans un quartier populaire. Je suis moi-même touchée par plein de problématiques. Et donc, ouais, ça me permet d'avoir une vision un peu, pas 360, mais très très large. Intersectionnel en fait, on pourrait dire. Intersectionnel, C'est ça. c'est le mot savant. C'est ça. OK, on va revenir à la Pride des banlieues. Pourquoi une Pride pour les banlieues, en particulier? Depuis quand est-ce qu'elle existe cette Pride des banlieues? Parce qu'elle est assez récente dans mes souvenirs. Ouais. Alors, je serais pas la plus pertinente pour parler de ça, parce que c'est pas moi qui l'ai fondée, je suis arrivée après. C'est une personne, enfin 2-3 personnes même du master, parce que aussi il y avait un trou là-dessus, sur cette problématique-là, dans le sens où la Gay Pride à Paris, elle n'est pas forcément représentative des problématiques que les personnes LGBT, QIA+, vont rencontrer en banlieue. Et donc là, on revient sur la question de l'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est les problématiques liées spécifiques à la banlieue? Ça va être par exemple des services publics bondés, chargés, ça va être des difficultés accrues pour trouver un hébergement d'urgence. Voilà, j'ai pas envie de dire que l'homophobie, il y en a plus en banlieue, c'est faux, ça s'arrête pas aux portes de la banlieue, c'est surtout on a moins de ressources qui sont liées aussi à tout ce qu'on a dit avant, et que du coup ça vient créer une cumulation de problématiques, et ça on n'en parle pas. Aussi le fait d'être une personne racisée, on va le retrouver beaucoup plus en banlieue, avoir des parcours d'immigration, etc., et qu'on va beaucoup moins retrouver à la Gay Pride. Donc qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que ces problématiques, elles s'emboîtent, et comment est-ce qu'on peut les traiter, comment est-ce qu'on peut agir dessus? Si on prend un peu du recul et qu'on a un regard, très cliché et assez vulgarisé de tout ça, moi de mon regard par exemple, j'ai un peu une impression parfois du milieu LGBT, parisien par exemple assez blanc bourgeois. Et à côté de ça, pareil pour le milieu féministe,
Alors qu'à côté de ça, à Saint-Denis, bah, moi j'ai aussi beaucoup d'amis militants et du coup, les 2 avaient du mal parfois à se lier, dans le sens où, par exemple, des féministes blanches bourgeoises, par exemple, de Paris, parfois, comprenaient moins du coup les, pardon, les problématiques du coup qu'on avait ici et à l'inverse, du coup, les militants, ici avaient peut-être un mauvais regard aussi sur, le féminisme et les luttes queer parce que, du coup, c'était justement des personnes, privilégiées qui les menaient, en tout cas, dans les grosses têtes qu'on voyait. Est-ce que, par exemple, la Pride des banlieues, ça peut être un moyen, de relier ces problématiques, ensemble? Ça permet en tout cas de créer un espace qui n'est pas excluant. Je Mmh. pense que c'est surtout ça qui est ressenti. On ne traite pas nos problématiques. La manière dont les luttes vont être menées ne prennent pas en compte nos problématiques. Je sais pas, typiquement, moi je me suis engagée à un moment donné dans les collages féministes. En fait, c'est pas la même chose pour moi de me faire arrêter par la police qu'une personne, par exemple, qui n'a pas ses papiers. Les conséquences ne sont pas les mêmes, donc la prise de risque n'est pas les mêmes, donc la méthode d'action doit être adaptée. Si la méthode d'action est décidée par des personnes qui ne sont pas concernées par ces problématiques et qu'elles ne laissent pas la place à ces personnes-là, déjà non seulement elles vont même pas y penser, mais en plus de ça, elles vont peut-être pas prendre en compte l'importance. Enfin, des fois, on a tendance, comme ça nous paraît loin, on a tendance à minoriser, enfin à se dire ouais, c'est pas que c'est pas si important, mais on va pas le prendre en compte comme si on avait été nous-mêmes concernés. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir dans les instances de décision des personnes concernées parce qu'en fait ça permet de mettre l'alerte à un moment donné sur quelque chose. Je sais pas, une campagne de pub super raciste, sexiste, je sais pas moi, homophobe de H&M, enfin il y a des trucs comme ça, il y en a eu plein. Tu te rends compte que s'il y avait une personne concernée par la problématique qui était engagée, à un moment donné, dans tout le processus pour arriver à publier ça, il y a une personne qui aurait dit Eh oh, ça va pas. Ça montre juste qu'il y a des personnes, soit elles ne sont pas concernées, donc du coup on se pose même pas la question, on se dit même pas oh bah tiens c'est problématique. Voilà, donc tout ça, ça va avoir un impact derrière très très concret. Carrément. Tu as dit aussi, heu, contrairement à ce qu'on peut penser, les banlieues sont pas plus homophobes que d'autres endroits. Pourquoi tu as eu besoin de dire ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est une image qu'on a? Oui, et particulièrement des hommes racisés de banlieue. Dans l'association Saint-Denis, je suis majoritairement entourée d'hommes racisés de banlieue. Et ça peut paraître très bizarre pour une asso super engagée. Il n'y a pas tant de femmes que ça. On doit être 3 femmes engagées, disons, dans les instances de décision. Et après, le reste, ça va être surtout des bénéficiaires. Mais je me rends compte qu'il y a une difficulté à tisser du lien avec d'autres associations engagées dans le skate à Paris, Ah ouais? qui est liée à la situation, enfin, aux problématiques des territoires, parce qu'aussi il y a du racisme infusé. Il y a. Enfin voilà, on a beaucoup de mal. Parfois, on se sent un peu dans notre coin. Et parfois, les mecs avec qui je suis me disent on aimerait bien inviter tel asso féministe, mais quand elles viennent, on se sent rejeté, elles ont peur de nous. Y a ce truc-là. Et ça peut être difficile à entendre parce que pour le coup, on va dire que c'est des hommes cis, mais c'est des hommes cis qui sont touchés par des problématiques, enfin, souvent d'immigration, qui n'ont pas qui n'ont pas un parcours scolaire avec des longues études, etc. Et donc ça, c'est aussi une forme de domination. On est tous dans un millefeuille d'oppression, c'est-à-dire on est oppresseur, oppressé, et il faut se poser la question en quoi est-ce que je peux améliorer, enfin voilà, avoir un retour réflexif sur soi-même, sur sa posture d'oppresseur et d'oppressé. Et donc dans ces groupes féministes, on va retrouver beaucoup de femmes blanches, d'une trentaine d'années, donc généralement qui ont des ressources économiques aussi associées, parce qu'elles travaillent, etc., euh, qui n'ont jamais rencontré des problématiques comme se faire arrêter par la police pour un contrôle aux faciès alors que tu es juste en train de skater, et ensuite subir des violences. Ça, elles n'en ont pas forcément conscience.
Et voilà, donc ça va être des problématiques qui vont être liées aux jeunes de quartier de la banlieue. Et c'est pour ça aussi que je suis obligée de préciser derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, de clichés, de discriminations qui sont infusés dans les groupes féministes parisiens. Justement là-dessus, par exemple, moi j'ai grave senti une sorte de et j'en parle en tant que meuf blanche et privilégiée, de ouf, enfin, c'est pas une critique que je fais envers le milieu féministe, mais c'est un point où on pourrait s'améliorer et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont conscience de, rien que sur, la façon de parler, le langage ou, les demandes aussi de lecture parfois de groupes militants. Même moi, qui suis vraiment privilégiée et tout, mais quand même un langage très familier, je suis pas du tout, enfin j'ai quand même un langage, ouais, c'est ça, très familier. Je me suis butée pas mal de fois à des personnes qui disaient: «C'est pas la bonne façon de parler, c'est pas, la bonne référence, enfin, quelles sont tes références, quels sont tes trucs?» J'ai l'impression qu'il y a une sorte de purisme, dans le milieu queer aussi, que j'ai beaucoup retrouvé dans le milieu LGBT, de, voilà, de discours, de paroles et du coup qui vont aussi avec ce que tu disais sur les banlieues pour moi c'est du mépris de classe en fait, aussi. Heu et voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. Je suis totalement d'accord sur le classisme, enfin sur ce mépris de classe. Et c'est pour ça que j'ai retiré tous les mots de type inclusion, autodétermination. Je trouve que ça remet de la distance et que c'est une forme de mépris de classe, en tout cas de... Enfin, ils le sentent comme ça et même... Enfin voilà, le langage qu'on va utiliser, ce qu'on va faire ressortir à travers les réseaux sociaux, ça met aussi une distance avec tous ces groupes militants parisiens. Et quand on voit qui compose beaucoup de ces groupes, enfin qui sont les personnes qui les composent, bah ça va être des personnes qui ont fait de longues études pour la plupart du temps, qui sont très familiers avec tout ce langage. Moi, je switch beaucoup. Dans mon langage, je peux avoir un langage très soutenu. Là, je pense qu'il est assez. Je pense que c'est pas soutenu, mais voilà, on est vraiment dans le champ militant. Pour autant, quand je vais au skatepark, ça me fait un bien fou. Je reprends le langage un peu plus celui avec lequel j'ai grandi, le langage de mon quartier, avec nos références qui sont liées aussi à la musique rap, la musique populaire. Voilà, des mots que d'autres personnes ne comprennent pas. Et voilà, ça va. On sent que ça va avoir un impact sur plein d'autres choses. Par exemple, les événements qu'on va mettre en place, bah, le type de musique, ça va attirer aussi un type de population ou qui va rester, qui va partir, qui va se dire ça me plaît pas. Voilà, ça va se traduire aussi au final dans nos actions par des petits choix. Et ça va traduire aussi d'où on vient. Du coup, la Pride de banlieue, ça permet un peu de mettre un autre débat sur la table aussi et de mettre, un peu la lumière sur, ces luttes spécifiques-là, j'imagine? Oui, Et exactement. mmh et quel est le parcours, de la Pride, parce que je sais pas par quel, endroit elle passe. Elle commence à Saint-Denis, justement? Elle commence à Saint-Denis, elle finit à Saint-Denis. Elle commence vers Porte de Paris et elle se termine devant la mairie avec un village associatif. Trop bien. Oui, j'allais dire, elle vit dans quelle ville? Mais Saint-Denis, c'est immense, donc déjà pour aller d'un bout à l'autre. Et il y a aussi un podcast, je savais pas qu'il y avait un podcast, je l'ai vu tout à l'heure là de la Pride, je sais pas, quels sont les thèmes qui sont abordés dedans? J'ai pas fait attention à ça parce que là je t'avoue que je suis très très focus sur le projet du skatepark. Et ce serait plus légitime, je pense que je te donne des contacts si tu as envie de parler plutôt avec ces personnes-là là-dessus. Mais chaque année, en gros, il y a une thématique phare voilà, pour la marche. Comment, est-ce que vous avez eu des retours et comment, de la population de Saint-Denis justement et comment, les gens le reçoivent? Parce qu'on a toujours encore une fois cette idée de: «Ah, les banlieues et les luttes queer, ça va pas ensemble». Comment est vécue, cette Pride par les gens qui habitent ici? Elle n'est pas toujours comprise, bien que bah, je trouve ça génial que ça puisse mettre en avant et créer un espace euh, pour les personnes queer qui vivent en banlieue et à Saint-Denis. Donc c'est un moment où elles peuvent sortir et s'exprimer, enfin voilà, et militer tous et toutes ensemble. Après, il y a eu quand même
Enfin, en vrai, les soucis qui sont liés à la Pride des banlieues, c'est les gens avec leur voiture qui veulent passer. Mais peu importe, qu'est-ce que c'est comme marche? On a juste envie de passer et arrêter de bloquer le chemin. La plupart du temps, c'est ça. Mais il n'y a pas eu, grosso modo, j'ai pas vu vraiment d'action super ciblée. Voilà, par exemple, pendant un moment, au mois de juin, chaque mois de juin de chaque année, il y a les passages piétons. On voit le drapeau LGBT sur le passage piéton. J'ai jamais vu de tag ou de trucs comme ça là-dessus. Donc, les personnes queer ne s'arrêtent pas aux portes de la banlieue. Il y en a partout. Et comme les personnes homophobes et intolérantes aussi. Mm. Donc, rien de spécifique, en tout cas de mon côté là-dessus. J'aimerais bien aussi revenir du coup au deuxième projet de Saint-Denis au cœur, du coup le café de l'Asso. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement dedans et pourquoi du coup vouloir lier la population de la cité Allende, c'est ça, avec les étudiants de Paris 8? Quel est l'intérêt et qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors, l'objectif à la base, c'est de se dire qu'il y a plein de jeunes qui peuvent mettre à contribution du temps, enfin plein de personnes engagées à Paris 8 qui peuvent donner de leur temps pour mettre en place ce projet. Donc le café associatif, à la base, c'était pensé pour créer cet espace, cette communauté engagée. Donc moi, j'ai participé surtout au diagnostic. Donc je venais tous les samedis, je crois, pendant 6 mois, avec une table, du thé, du café que je faisais chez moi. Je me posais à Allende avec un questionnaire. J'arrêtais des passants dans la rue et je leur faisais remplir le questionnaire. Qu'est-ce que vous aimez? Enfin voilà, une petite partie en gros. Quel est votre âge, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez? De quoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin? Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'espace pour pouvoir accueillir ce café. Et donc là, on vient tout justement de trouver un local qui sera pas à Allende. Faut refaire un diagnostic, mais qui sera aussi dans un quartier populaire, un petit qui sera pas trop loin. Et là, il est en cours en fait. On vient tout simplement d'apprendre qu'on a des locaux après, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Félicitations. Ouais, bah ouais, ça va enfin pouvoir avoir le jour. Et pareil, il y a des gens qui sont à fond dedans. Pour l'instant, je peux pas participer aux réunions parce que je termine trop tard. Et voilà, mais je me tiens au courant du projet parce que j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver à cette concrétisation. Donc là, c'est vraiment aménagement, on en est là, quoi, à l'installation. Et il sera où du coup dans la cité Allende? Il sera plus dans le quartier Allende. Je crois qu'il sera plutôt du côté de la Courneuve, mais en restant à Saint-Denis. Ok. Et du coup, quelles sont les actions que vous voulez mettre en place avec ce café et à quoi il va servir? Bah, l'objectif, c'est de créer la communauté engagée. Donc avec ce qu'on a dit, l'autodétermination. Donc en gros, qu'il y ait un espace pour les militants, un espace pour les personnes du quartier, où soit à la fois un espace cocooning, cosy, etc. Mais que ça puisse être un lieu de réflexion, un lieu où on met en place des actions, un lieu où on répond à des besoins spécifiques au territoire. Donc c'est pour ça aussi que je disais qu'il fallait refaire un peu un diagnostic pour savoir de quoi est-ce que les habitants auraient besoin et de les faire participer un maximum. On avait pensé faire l'aménagement ensemble avec les habitants, comment les inclure le plus possible dans la démarche pour qu'ils puissent aussi. Moi, ma crainte, c'était qu'il y ait cette posture super ascendante et militante. C'est-à-dire, on se dit, oh là là, c'est un café de bobo avec le mot inclusion, là, voilà, hop, ça fait peur, c'est pas fait pour nous. Voilà, il y a toute une réflexion autour de comment est-ce qu'on inclut ces publics et qu'on fait en sorte qu'ils se sentent chez eux et bien et qu'ils puissent voilà, être politisés, développer des actions. Carrément. Et dans tout ce que tu dis et dans tous tes projets, il y a un truc qui revient, c'est Saint-Denis. Et il y a un truc à chaque fois que on voit, et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu attristée, c'est par exemple la couverture de Saint-Denis dans les médias, c'est toujours un aspect très triste. Ok, les gens sont pauvres, les gens sont tristes et il y a de la violence. En gros, c'est ça.
Et du coup, même les personnes qui habitent là, au final, finissent par l'intégrer. Moi, j'ai plein de potes qui étaient là, «Ah, Saint-Denis, dès que je peux, je m'en vais». On en parlait tout à l'heure, la plupart sont partis, même moi en vrai, mais c'est pas parce que j'aimais pas Saint-Denis en soi, c'est que je voulais plus de verdure, mais je sais pas pourquoi je me justifie, on s'en fout. Mais en soi, c'est un peu c'est un et je dis Saint-Denis, mais c'est pareil pour toutes les banlieues, le rêve de tout le monde, c'est de finalement réussir à en sortir de la banlieue. Ou alors, on voit aussi en deuxième plan le fait que les politiques publiques, enfin, mettre en place des sortes de gentrification et du coup, les populations, les problèmes, tout est repoussé plus loin et c'est toujours le même cercle vicieux de du coup la banlieue. C'est des endroits où, on est oublié un peu par l'État, au niveau, par exemple des financements publics, au niveau de plein de choses et en plus du coup, les gens finissent par eux-mêmes, intégrer ça et se dire: «Ah notre ville, on n'en est pas fiers, on n'aime pas forcément, ça». Hem Toi, j'ai l'impression que tous tes projets permettent aussi de s'émanciper de cette image et de s'émanciper aussi de cette, vision que les gens ont de leur propre ville. Hem, Saint-Denis, on peut aussi y vivre et être heureux dedans. C'est aussi une ville, moi, où j'ai adoré grandir et où il se passe plein de choses. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce que j'ai abordé? Ben, c'est une question clé en vrai, et super importante aussi personnellement dans mon parcours parce que comme tout le monde, je me suis dit dès que j'ai 18 ans, je me casse. Mmh, Et c'est aussi même relayé dans les musiques, on me dit ouais, il faut quitter le Banks. Enfin, un des objectifs clés, c'est de quitter le quartier parce que c'est perçu comme quelque chose, comme t'as raté ta vie quoi. Et du coup, j'ai quitté le Banks quand j'avais 18 ans. Je suis partie à Lille. Pareil, c'était motivé par, il y avait ce truc-là. J'ai aussi que j'avais intégré, Saint-Denis c'est pourri, j'ai aussi envie de partir. Après, il y avait d'autres aussi motivations qui étaient là derrière, mais il y avait aussi ce truc-là. Donc je disais, j'ai fait, voilà 2 ans, d'études à Lille, puis je suis revenue. Puis, j'ai trouvé un petit travail à Carrefour Saint-Denis et j'ai poursuivi mes études et là, j'ai commencé à avoir une autre, réflexion, une autre approche, sur Saint-Denis. Hem Je commençais à voir en fait toutes les ressources qu'on avait et qui, soit on n'en parle pas, soit on les perçoit pas comme des ressources. Et ce décalage en permanence avec les gens qui me disent: «Mais t'habites à Saint-Denis, ça va pour rentrer chez toi?» Mais moi je suis très heureuse à Saint-Denis. À Saint-Denis, je sais que je peux trouver une épicerie qui est ouverte, à 2 heures du matin. À Saint-Denis, je connais, plein de gens à droite à gauche, on me fait même des petites ristournes sur mon grec, sur mes je sais où aller s'il pleut, je connais un pote qui a un studio d'enregistrement où on va faire de la musique, n'importe quand, n'importe quelle heure. Je fais même pas de musique, mais voilà, je m'essayais à la musique. J'ai plein de ressources par le biais de mon environnement, aussi qui est lié au fait que j'ai grandi ici. Je me dis: «Mais pourquoi pas, je capitaliser dessus?» Ça, c'est une démarche, là, je le dis, c'est conscient, mais à la base, c'est même pas conscient. Je me dis: «Mais en fait, je suis bien, je sais où me mettre au chaud, je sais où avoir, un plan grec, pas trop cher, si je veux rouler au skatepark, il y aura toujours quelqu'un», j'ai plein de ressources et du coup, la vie, elle est super, facilitante. Si j'habitais, je sais pas moi, dans un autre quartier un peu plus bourgeois et tout, ça serait pas pareil. C'est parce que je connais aussi Saint-Denis que c'est une ville qui m'est agréable et que du coup, ça améliore ma qualité de vie. Je connais les recoins pour aller plus facilement à la gare. Moi, je me sens très bien à la gare de Saint-Denis, personne ne comprend ça, mais je me sens très bien. Il y a le Franprix, il est ouvert jusqu'à pas d'heure, voilà, à force de tisser du lien avec les gens, au final, moi, je me sens plus en sécurité parce que le fait d'avoir tissé du lien avec eux, on va me dire bonjour ou s'il se passe quelque chose dans la rue, on sait c'est qui ou enfin voilà, je me sens un peu, pas je me sens, plus en sécurité, voilà. Que si je suis dans un espace que je ne connais pas, qui peut être, plus bourgeois, mais que je connais pas, où tout est fermé, où voilà, je me sentirais moins bien dans cet espace-là qu'à Saint-Denis. Carrément. Je sais quoi faire, je connais les restos, enfin voilà. Mmh. Et justement sur ce truc des médias qui montrent une certaine image, de Saint-Denis ou des banlieues, est-ce que, à contrario, par hasard, tu connaîtrais, je sais pas, des médias ou même des personnes qui vivent ici et qui ont, je sais pas, des émissions sur YouTube ou sur Insta ou voilà, des ressources pour apprendre à connaître mieux, Saint-Denis? Heu, alors, les médias qui vont avoir, une approche plus,
un peu plus positif, disons, ça va être, je dirais, le Bondi Blog, le Street Press. Et après, moi, quand voilà, je sais pas, il y a un café qui ouvre ou quelque chose qui ouvre, je vais follow sur Instagram. Au final, les meilleures ressources, c'est celle-ci. C'est des gens qu'on voit concrètement au quotidien. Saint-Denis Ride, voilà, je pense que c'est une image aussi positive de Saint-Denis. Et, et voilà, aller dans les foires, les forums, pardon, associatifs, on peut trouver voilà, plein de choses super positives. Imaginons, c'est pas notre formation et c'est pas notre métier de vouloir du coup s'engager dans nos activités, contrairement à toi ou à d'autres gens. Comment, si juste on est, par exemple, tu l'as dit, dans Saint-Denis Ride, vous n'êtes pas un club, vous êtes une association, mais comment si on a un métier qui n'est pas militant en soi, euh, on peut faire pour du coup justement s'engager dedans et du coup, amener, par exemple, dans notre activité sportive ou dans notre activité culturelle, artistique ou dans notre métier, hem, ces thématiques-là d'inclusion, de bienveillance, d'intersectionnalité aussi. C'est pas une question facile parce que je suis pas dans ce cas-là, dans le sens où j'ai eu un peu une petite flamme. Euh, alors, les réseaux sociaux, c'est une bonne porte d'entrée, mais ce n'est pas suffisant selon moi. Bah, on peut, si je prends le cas de Sunny Ride, on peut y aller en tant que bénéficiaire dans un premier temps, discuter ensuite avec des bénévoles. Ensuite, nous, on essaye vraiment on fonctionne pas, on répartit pas nos tâches en tant que bénévole par rapport aux compétences, mais par rapport à la disponibilité de chacun et de chacune. Ça veut dire que tout le monde est formé à peu près à tout, en fonction de ses envies. On dit juste qui est dispo quelle date. Et on essaye toujours d'être super nombreux dans nos actions. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a jamais fait et qui connaît pas sera toujours ultra entourée. Et je sais qu'on est en surnombre par rapport à nos actions. Par exemple, pour une initiation de 8 élèves, on peut être 4, quoi. 4, 5. Enfin, plus on est nombreux, mieux c'est. Plus on apprend ensemble, plus on a de l'expérimentation, plus on s'accompagne, on s'entraide, etc. Et par tous les événements, pour moi, festifs au final et culturels, qui gravitent autour du sport, de l'engagement. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée, le fait de faire régulièrement, par exemple, des barbecues au skatepark. Ben, c'est super accessible, je viens manger ma saucisse, on discute, voilà, on prend la température ensemble, on voit ce qu'on peut faire, on voit que ben, on est pareil, quoi, et let's go. Donc au final, tous ces temps informels, ces temps festifs, d'échanges informels, je trouve qu'ils sont super accessibles et qui sont clés pour pouvoir introduire la dimension militante engagée dans sa vie. Et dernière question, est-ce que tu aurais des associations ou collectifs ou projets, qui te qui viennent, du coup de Saint-Denis ou des banlieues autour, qui te parlent, et que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui? Culturels ou non, qui parlent justement d'un engagement quel qu'il soit? Ouais, alors j'avais évoqué tout à l'heure l'association Praticable avec un K. C'est super inspirant. Donc des personnes en situation de handicap qui roulent dans les skateparks. On voit vraiment qu'ils ont conscience des problématiques. Donc il y a tout un travail autour de la représentation. Donc il y a pas mal de vidéos, etc. Aussi autour de l'aménagement, aussi autour du matériel qu'il faut, donc adapter un fauteuil, etc. Je trouve que ça donne aussi à réfléchir sur les différents leviers sur lesquels on peut travailler pour favoriser l'inclusion. Il y a les hijabeuses que j'ai eu la chance en partie avec qui j'ai pu échanger à des tours de table, des tables rondes, pardon, qui sont aussi super inspirantes. Et est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, euh, pour vraiment créer le lien sur ta thématique entre art, sport et engagement. Je trouvais qu'il y avait une action que j'ai pas parlé, mais qui est vraiment le point culminant intersectionnel entre tout ça. C'est le fait qu'aujourd'hui Sunny Ride soit exposé au Grand Palais Immersif à Paris. On a aussi fait l'objet d'autres expositions au pavillon de l'Arsenal,
à Auckland, enfin aux États-Unis aussi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, le skatepark, à la base, il est aussi tagué. Première chose qui est super intéressant, et c'est pas pour me mettre en avant vraiment, c'est juste que c'est comme ça. Ils ont peint un portrait de moi dans le skatepark. Et je trouve que ça renvoie une image hyper positive de la banlieue. Et justement, qu'on disait que les gens pensent que les hommes de la banlieue vont être plus sexistes qu'ailleurs. C'est une initiative des mecs de banlieue, du quartier, de peindre un portrait de moi. Bon, ils sont tapés un délire, ils ont écrit Sainte-Élisabeth avec des rollers et tout, machin. Parce qu'ils sont aussi... j'ai de la chance d'avoir des personnes autour de moi qui sont très reconnaissants de mon travail. C'est eux qui souhaitent que je sois présidente, que je reste présidente, et donc qui me donnent ces clés-là pour pouvoir faire tout ça. Donc voilà, donc elle a dit comment est-ce que l'art est mobilisé dans un espace sportif de manière engagée. On a ça, qui est plutôt, disons, informel, c'est entre nous. Ensuite, il y a le Grand Palais Immersif de Paris qui a voulu mettre en place un projet avec nous, de repeindre le skatepark et de mettre en collaboration avec un artiste. Et ensuite, de prendre des vidéos 360 avec un drone pour l'exposer au Grand Palais Immersif. Une chose aussi intéressante, c'est que les gars du skatepark ont dit « Ok, on le repeint, mais la peinture la Sainte-Élisabeth, on n'y touche pas. » Et au début, ça a été vraiment un débat parce qu'ils ont dit oui, mais ça va casser tout le truc. Ils ont dit non, mais c'est ça l'histoire du skatepark. Ça, on n'y touche pas. Ils ont dit mais en plus, ça va faire doublon parce que je suis représentée en grand après. Il y a 3 grands portraits au sol et je suis une nouvelle fois représentée sur ces portraits. Donc du coup, ça fait vraiment doublon. Mais ça permet aussi vraiment de distinguer de l'institution, le Grand Palais, et nous, entre nous, notre private joke, etc. Et donc j'ai trouvé, moi j'ai rien demandé dans l'histoire et j'ai trouvé ça super touchant, personnellement, émotionnellement, mais aussi je trouve que ça renvoie une image à l'extérieur qui peut être très positive si on en parle parce que ça personne n'est au courant. Qui est les mecs du skatepark qu'on peut voir comme ça avec leurs sacoches et tout, enfin voilà, avec tous les stéréotypes qu'on a envie, ont décidé de peindre non pas un, mais 2 portraits de moi, donc d'une femme, qui roule au skatepark, et qu'ils y tiennent, ils veulent le préserver. Il y en a même qui disent « Ouais, quand le skatepark il va être détruit, il faut qu'on découpe le truc dans le béton et tout. » Je dis « C'est bon, je suis pas une stèle non plus, on va pas... on dirait que je suis morte. » Mais je trouve que ça permet de faire vraiment un lien entre art, sport, engagement, d'autant plus que le fait que ce soit exposé au Grand Palais Immersif, ça nous donne beaucoup, beaucoup de reconnaissance institutionnelle par rapport à notre parcours depuis le début. Le fait qu'on se sentit rejeté, le fait que... Voilà, toute la manière dont on a pu lutter pour en arriver jusque-là, voilà, pour moi, c'est un peu une consécration au final. Les gens, à Paris, dans des espaces privilégiés, légitimes, payent leur entrée pour aller voir, entre autres, dans l'exposition, le skatepark de Saint-Denis qui est exposé. Et c'est nous tous qui avons peint, voilà, avec de la peinture. On s'est levés tous les matins pendant une semaine avec l'artiste pour peindre nous-mêmes ces portraits-là. Ouais, puis c'est un beau symbole parce que je me souviens que quand j'étais à Saint-Denis et qu'on était au collège slash lycée et machin, même en primaire, il y avait plein d'histoires comme quoi il y avait des musées, même des grands musées parisiens justement, dans lesquels on devait faire des sorties scolaires et que nos classes des fois n'étaient même pas acceptées parce que bah, c'était une classe avec que des petits enfants qui n'étaient pas forcément blancs. Et enfin en vrai c'était ça la raison. Ouais. Et aujourd'hui que justement Saint-Denis soit dans un musée, en plus un grand musée institutionnel, c'est une belle victoire. Oui, en termes de reconnaissance, c'est fou. Entre le département qui placarde les images et le Grand Palais Immersif et le pavillon de l'Arsenal, les expositions même qui s'exportent jusqu'aux États-Unis. Juste pour revenir sur le pavillon de l'Arsenal, l'objectif de l'expo, c'était de dire comment est-ce que les banlieues influencent le monde, c'est-à-dire que dans les banlieues, on va retrouver pas mal d'innovations et les gens vont aller beaucoup piocher dedans. Et ensuite, ça va s'exporter dans le monde, ça va avoir une influence dans le monde dans lequel on vit.
Et ils ont vraiment voulu mettre en avant tout ce travail qui est fait dans les banlieues. Donc pour moi, c'est une richesse. Je suis très très fière d'être ici et très contente. Voilà. Ouais. Je me souviens quand on était plus jeune, on disait le 93 influence Paris, Paris influence le monde. C'était Ouais, notre phrase. je trouve que c'est ultra représentatif. Mm. Enfin, c'est ultra vrai. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Non, c'était mon seul mot. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'étais vraiment très stimulée, on va dire, de pouvoir parler et échanger sur 3 thématiques qui semblent super éloignées les unes des autres. Mais en fait, enfin voilà, tout est relié entre la manière dont... Qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on inclut, et par quels moyens on inclut le sport, l'art, l'engagement. Voilà, tout est lié. Bah, merci à toi parce qu'en plus je te suis depuis super longtemps et du coup voir tous tes projets de loin, mais en plus maintenant pouvoir en parler, moi j'ai appris plein de choses et c'était super intéressant. Donc merci pour tout. Je mets tout en barre d'infos et merci à toi pour ce podcast. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous mets tous les liens d'Elisabeth et de toutes les références qu'elle a citées dans cet épisode en barre d'infos. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, c'est toujours constructif et à débattre de façon bienveillante en commentaire. Elisabeth m'a vraiment beaucoup appris, donc je tiens vraiment à la remercier pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, à dans 2 semaines cette fois. Et merci à vous pour votre écoute et pour tout. À très bientôt et plein de bonnes choses pour vos projets. Salut, salut!